Il existe un fruit que les peuples autochtones appelaient l'élixir de vie et le fruit de longue vie et de bonne vision. Une baie qui survit à des hivers descendant jusqu'à moins 50 degrés Fahrenheit et qui peut produire des récoltes pendant plus de 30 ans. Les scientifiques soviétiques l'ont cultivé systématiquement depuis les années 1950. Les chercheurs japonais ont documenté ses usages médicinaux pendant des siècles, et les consommateurs occidentaux n'en savaient presque rien jusqu'en 2007. 5 barrières distinctes ont maintenu cette baie invisible pour l'Amérique du Nord et l'Europe pendant un demi-siècle. La connaissance existait. La recherche était publiée. Les plantes prospéraient dans les vergers sibériens, mais vous ne pouviez pas l'acheter. Vous ne pouviez pas lire à son sujet. Vous ne pouviez pas la vendre légalement en Europe, même après la fin de la guerre froide. L'archive s'ouvre en juin 2000 à l'Université de la Saskatchewan au Canada. Le docteur Robert Borz, connu de ses collègues sous le nom de Bob, traversait le verger du campus lors d'une inspection de routine. Il était un spécialiste de la culture de tissus embauché 1 an plus tôt pour travailler sur la propagation des plantes. Ce qu'il a trouvé ce matin-là n'était pas routinier. 8 arbustes plantés 3 ans plus tôt par le technicien Rick Sawatsky avaient fructifié pour la première fois. Des bleuets foncés pendaient des branches en grappes allongées. Borz en a cueilli un. Il l'a croqué. Selon ses propres mots, il est devenu très excité et ne s'est pas encore calmé. Cette excitation n'était pas une hyperbole, c'est une hyperbole. En quelques mois, Borz a rassemblé ce qui allait devenir la 2e plus grande collection de variétés de haskap au monde. 25 variétés de Russie, des centaines de graines russes, du matériel végétal du Japon et des graines de 16 lieux différents. Il a déclaré le campus comme le lieu de naissance du haskap au Canada et en Amérique du Nord. La plante qui a tout changé était le haskap, l'Onera curula, une baie de chèvrefeuille bleue native de Sibérie, du nord du Japon et de l'extrême-orient russe. C'est un arbuste à feuilles caduques qui produit un fruit bleu foncé, allongé avec une chair de la couleur du vin. Il survit à des températures hivernales qui tueraient n'importe quel buisson de bleuet en Amérique du Nord. Il produit des fruits pendant 3 décennies ou plus. Mais voici ce qui rendait la découverte de Borz étrange. Ce n'était pas une nouvelle plante. Le haskap avait été cultivé systématiquement en Union soviétique depuis les années 1950. Il avait été utilisé par les peuples autochtones pendant des siècles. Il avait été formellement décrit par Karl Linnaeus en 1753. La question n'était pas « qu'est-ce que c'est ?» La question était « pourquoi a-t-il fallu 50 ans pour franchir la frontière ?» La réponse commence sur l'île septentrionale de Hokkaido, au Japon, bien avant que les frontières ou les programmes de sélection n'existent. Le peuple Innu a colonisé Hokkaido au XIIIe siècle et a trouvé un paysage défini par le froid. L'été était bref. L'hiver était brutal et les sources de fruits étaient rares. Ils ont trouvé le haskap poussant à l'état sauvage dans les forêts et le long des berges des rivières. Ils l'appelaient ashkapu, parfois ashikapu, signifiant quelque chose qui pousse abondamment ou fruit long et mince. Un nom secondaire, unome, signifiait simplement fruit long et mince. Les noms étaient descriptifs, pas poétiques, mais ils utilisaient aussi des noms plus poétiques, incluant l'élixir de vie et le fruit de longue vie et de bonne vision. Les Inuits récoltaient le haskap comme un aliment sauvage traditionnel pendant des siècles avant que quiconque ne pense à le cultiver formellement. Dans leur climat nordique rude, le haskap fournissait quelque chose de fiable, une source dépendante de vitamine C et d'autres nutriments qui mûrissaient à la fin du printemps, comblant le vide avant que d'autres fruits n'apparaissent. C'était une baie qui revenait aux mêmes endroits année après année. Une plante sur laquelle on pouvait compter.
Selon Maxine Thompson, écrivant dans le journal de l'American Pomological Society, en 2006, le ASCAP était une partie importante du régime alimentaire de ces peuples de chasseurs-cueilleurs. Non seulement comme l'un des rares fruits disponibles, mais aussi parce qu'ils en reconnaissaient les bienfaits pour la santé. Ils en reconnaissaient les bienfaits pour la santé, non pas parce qu'ils avaient des laboratoires, non pas parce qu'ils mesuraient les concentrations d'anthocyanine ou effectuaient des tests d'antioxydants. Ils le reconnaissaient parce que les personnes qui mangeaient régulièrement du ASCAP vivaient plus longtemps, voyaient mieux et restaient en meilleure santé. Génération après génération a confirmé ce que leurs ancêtres savaient. Le nom d'élixir de vie n'était pas une métaphore, c'était une observation empirique. C'est ce que les Inuits comprenaient des siècles avant la science moderne. Certaines plantes transportent une médecine concentrée dans leurs fruits. Le ASCAP était l'une d'entre elles. Ce que les Inuits savaient par l'expérience vécue. Les scientifiques modernes passeraient des décennies à essayer de le quantifier. Et, quand ils l'ont finalement fait, les chiffres ont révélé quelque chose qui n'aurait pas dû être possible. En 2012, le Dr Ashish P. Vasantha-Upasinghe s'est assis dans son laboratoire au Nova Scotia Agricultural College, faisant maintenant partie de l'université Dalhousie, et a conçu une expérience pour trancher une question. Le ASCAP était commercialisé comme un super fruit. Des entreprises affirmaient qu'il avait 5 fois les antioxydants des bleuets. Certaines affirmaient 10 fois. Upasinghe voulait une vérification. Travaillant avec Bob Borse et ses collègues Liuan Yu et Khushwant S. Boulard, Upasinghe a mené une comparaison directe rigoureuse du ASCAP contre les fruits commerciaux, particulièrement les bleuets. Ils ont mesuré la teneur totale en anthocyanine et ils ont mesuré les composés individuels d'anthocyanine. Ils ont fait les calculs 3 fois pour être certains. Ce qu'ils ont trouvé a réécrit la catégorie. Lorsqu'ils ont mesuré la cyanidine 3-glucoside, l'anthocyanine, la seule plus bioactive connue de la science. Le ASCAP en contenait de 68 à 649 mg pour 100 g de fruits. Les bleuets en contenaient environ 3 mg, ce n'est pas 5 fois plus élevé, c'est 20 à 200 fois plus élevé. La teneur totale en anthocyanine allait de 400 à 1300 mg pour 100 g dans le ASCAP. Cultivar boreali, indigo gem et tundra. Les bleuets mesuraient de 40 à 150 mg pour 100 g. La revendication de 5 fois n'était pas une exagération marketing. Elle était conservatrice. Certaines variétés atteignaient 10 fois plus. Mais ce qui rendait le ASCAP inhabituel n'était pas seulement la quantité, c'était la composition. La plupart des baies répartissent leurs anthocyanines sur de multiples composés chimiques comme un portefeuille diversifié pour la stabilité. Le ASCAP faisait l'opposé. La cyanidine 3-glucoside constituait 79 à 92% de la teneur totale en anthocyanine du ASCAP et plus de 60% de tous les polyphénols. Cette dominance d'un seul composé est rare parmi les baies. Le ASCAP concentrait presque tout dans la forme la plus bioactive connue. Considérez les anthocyanines comme différentes clés qui déverrouillent les mécanismes de défense cellulaire. La plupart des baies vous donnent un trousseau de nombreuses clés différentes. Le ASCAP vous donne 200 copies de la clé maîtresse. La revue complète de Upasinghe de 2018 dans le Journal of Functional Foods a établi la cyanidine 3-glucoside comme le composé bioactif clé, responsable des propriétés anti-inflammatoires, anticancéreuses et cardioprotectrices du ASCAP. Son équipe a démontré des effets anti-inflammatoires comparables au diclofénac, un médicament pharmaceutique. Ils ont montré une réduction des dommages à l'ADN induits par la nitrosamine dans les cellules pulmonaires et la suppression de la tumorigenèse pulmonaire chez les souris en utilisant de la poudre de ASCAP. En 2022, Glenn O. Watson, à l'Université de Northumbria, a démontré que l'ingestion de baies de ASCAP
améliorait la performance de course d'endurance d'environ 21 secondes dans un contre-la-montre de 5 km. Louise Bell et Claire Williams à l'Université de Reading ont montré en 2019 que 400 mg d'anthocyanine de ASCAP améliorait de la mémoire épisodique et réduisait de la pression artérielle chez les adultes âgés de 62 à 81 ans. Si le ASCAP était aussi exceptionnel sur le plan nutritionnel, aussi résistant au froid, aussi productif, et avait été cultivé en Union soviétique depuis les années 1950. Pourquoi les scientifiques, les jardiniers et les consommateurs occidentaux n'en savaient-ils rien jusqu'en 2007? La réponse n'est pas une conspiration. La réponse est une obscurité convergente. 5 barrières distinctes qui, prises ensemble, ont rendu le ASCAP invisible pour l'Occident pendant un demi-siècle. Barrière 1. Les premières variétés avaient un goût véritablement amer. La première introduction au Canada a eu lieu à Beaver Lodge, en Alberta, dans les années 1950. La ASCAP Canada Association énonce le résultat. Sans détour, le fruit était amer et non agréable au goût. Les essais de l'Université d'État du Montana sur les premières variétés les ont trouvées peu attrayantes, avec un arrière-goût de type tonique. Les sélectionneurs russes s'étaient concentrés sur la production d'alcool, pas sur la qualité pour la consommation fraîche. Bob Bors a plus tard plaisanté. Savez-vous pourquoi ces variétés russes ont un goût de tonique? Ils ont développé cette plante particulière pour la mélanger avec de la vodka. La sous-espèce indigène d'Amérique du Nord, l'Anocera, Curlea variété veloa, produit de petites baies besobé de mauvais goût. Les scientifiques occidentaux qui l'ont rencontré n'avaient aucune raison d'enquêter davantage. Pourquoi sélectionner une plante qui a mauvais goût quand les bleuets existent déjà barrière 2? La réticence institutionnelle soviétique a maintenu un accès limité. Une expédition de 1977 du United States Department of Agriculture Agricultural Research Service en Union soviétique a documenté le problème directement. Le collecteur américain a écrit dans son rapport officiel qu'il avait exprimé son inquiétude concernant la réticence des sélectionneurs soviétiques à partager des semences. Ce n'était pas une politique formelle, c'était une culture institutionnelle. Le contexte compte. L'ère Lysenko, des années 1930 aux années 1960, a dévasté la sélection végétale soviétique pendant des décennies. Trofim Lysenko, un pseudo-scientifique, a convaincu Staline d'interdire la génétique mendélienne. Des généticiens légitimes ont été emprisonnés ou exécutés. Nikolai Vavilov, le plus grand généticien végétal de sa génération, est mort de faim en prison en 1943. L'infrastructure scientifique qui a survécu était prudente, secrète et protectrice du matériel génétique. 3 barrières linguistiques. La recherche soviétique sur le ASCAP était publiée exclusivement en russe dans des revues inaccessibles aux scientifiques occidentaux. La première revue complète en langue anglaise n'est pas apparue avant 2007, quand Ivana Svarova, Jerry Heinrich et Katarina Valentova à l'Université Palacky en République tchèque ont publié un article couvrant la littérature s'étendant jusqu'en 1935. 50 ans de recherche existaient. Les scientifiques occidentaux ne pouvaient tout simplement pas la lire. Barrière 4, réglementation de l'UE sur les nouveaux aliments. Sous la réglementation de l'UE 2015-2283. Tout aliment non consommé de manière significative dans l'Union européenne avant mai 1997 nécessite une autorisation formelle avant de pouvoir être vendu. Soloberry Limited au Royaume-Uni a commencé le processus d'approbation en 2015. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a accordé l'autorisation le 13 décembre 2018.
Cela signifiait que le haskap ne pouvait pas être vendu légalement comme aliment en Europe pendant plus de 2 décennies après la fin de la guerre froide. Les États-Unis n'ont pas de barrière équivalente pour les nouveaux aliments. Mais l'Europe est restée fermée. Barrière 5, l'obscurité géographique et culturelle. Le haskap était cultivé dans des stations de recherche sibériennes reculées, à Bakhchar, Novosibir, et sur Hokkaido par une petite population indigène. Il n'était pas commercialement visible d'une manière qui aurait pu attirer l'attention de l'Occident. Aucune route commerciale internationale n'existait. Aucun catalogue de semences ne le répertoriait. Il poussait dans des endroits dont la plupart des Occidentaux n'avaient jamais entendu parler. La thèse économique est simple. L'industrie de la myrtille, évaluée entre 3,5 milliards et 6,4 milliards de dollars à l'échelle mondiale, n'avait aucune raison de supprimer le haskap, parce que le haskap n'existait pas en tant que menace commerciale. L'industrie du haskap reste trop petite pour être enregistrée comme compétitive. Comme Bob Bohr l'a noté en 2024, nous n'en sommes pas encore à une masse critique pour en faire une grande industrie. Ce n'était pas de la suppression, c'était une obscurité convergente. Vous ne pouviez pas acheter de haskap en Occident parce que les variétés qui existaient avaient un goût terrible. Vous ne pouviez pas améliorer les variétés parce que les sélectionneurs soviétiques ne partageaient pas leur germoplasme. Vous ne pouviez pas lire leurs recherches car elles n'étaient publiées qu'en russe. Vous ne pouviez pas le vendre en Europe, même si vous en aviez, parce qu'il n'était pas légalement reconnu comme aliment. Et vous ne penseriez pas à le chercher, car il ne poussait que dans des endroits cachés derrière la barrière politique la plus impénétrable du monde. La percée a nécessité quelqu'un prêt à ignorer les 5 barrières à la fois. Son nom était Maxine Thompson. Elle avait 74 ans quand elle a commencé. Elle était professeure émérite à l'Université d'État de l'Oregon avec une carrière passée à étudier les noisettes. Lorsqu'elle a pris sa retraite dans sa propriété des collines boisées au nord de Corvallis, un collègue lui a suggéré d'évaluer le haskap comme un passe-temps, un projet personnel, quelque chose pour s'occuper. Thompson a d'abord évalué 35 variétés russes. Elle les a toutes rejetées. Selon ses propres mots, aucun d'entre eux n'est bon. Ils sont petits et fleurissent trop tôt quand les abeilles ne sont pas sorties. Puis un ami lui a transmis un seul buisson de haskap que quelqu'un avait rapporté du Japon. Il fleurissait 1 mois plus tard que les types russes. Thompson l'a planté, l'a regardé fructifier. Et l'année suivante, elle est allée au Japon et a collecté des graines de 8 sources différentes. À 74 ans, elle a appris le russe pour pouvoir lire les revues de recherche soviétiques. Elle a travaillé exclusivement avec la sous-espèce japonaise Lanocera curlea, variété Amphiloque, sélectionnant pour une période de floraison tardive, de gros fruits et une saveur supérieure. Au cours de la décennie suivante, elle a lancé la série Ibery nommée d'après Ise, un ancien nom pour Hokkaido. Les cultivars étaient Sansos, Maxi, Solo, Ko, Tana et Sugar Pie. Ils ont été lancés en 2016 et 2017 par l'intermédiaire de la pépinière Spring Meadow Nursery. À l'âge de 90 ans, elle faisait encore des croisements. Les visiteurs de sa propriété la décrivaient comme une boule de feu octogénaire qui renvoyait chaque acheteur chez lui avec un sac de baies surgelées et une recette de croustade au haskap. Sa collaboration avec Bob Bohr s'est avérée pivotale. Il lui a rendu visite en 2005, a rapporté environ 50 clones et a cultivé plus de 2000 semis à partir de ses graines. Son clone 46 à 55 est devenu le stock parental pour les variétés révolutionnaires de Bohr's, Boreal Beauty et Boreal Best, qui sont à 50% japonaises, 25% russes et 25% des îles Kouriles dans leur lignée.
Elles ont été les premières variétés véritablement adaptées à la production commerciale nord-américaine. Elles ont été lancées en 2016. Maxine Thompson est décédé en 2020 et à l'âge de 95 ans. Bob Boers a pris sa retraite en juillet 2024. Mais leur travail demeure. Les cultivars Yasbury sont vendus dans toute l'Amérique du Nord. La série Boréal a lancé des fermes commerciales de Haskop de la Saskatchewan à l'Écosse. Les barrières qui ont maintenu le Haskop invisible pendant 50 ans sont tombées. Une professeure de noisettes de 90 ans, qui a appris le russe comme passe-temps de retraite, est devenue la mère des Haskap en Amérique du Nord. Elle a brisé 5 barrières la langue: l'accès, la géographie, la génétique et l'inertie institutionnelle. Parce qu'elle se souciait de créer une bonne baie, et non de suivre le chemin de la moindre résistance. La question est maintenant, est-ce que quelqu'un reconnaîtra ce qui a été révélé? Le Haskap est un arbuste décidu, à tiges multiples, non grimpant, atteignant 5 à 8 pieds de haut et 4 à 8 pieds de large. Il ne drageonne pas, il ne produit pas d'épines. L'écorce est brune à brun jaunâtre, s'effritant en bandes longitudinales sur le bois plus ancien. Les tiges ont une moelle pleine, une caractéristique d'identification critique qui distingue le Haskap comestible des chèvrefeuilles envahissants qui ont des moelles creuses. Le fruit est cylindrique, allongé de 1 à 4 cm de long. Bleu foncé avec une pruine cireuse. La chair intérieure est violet foncé ou rouge à maturité et verte à l'intérieur lorsqu'elle n'est pas mûre. C'est le test de maturité clé. Mordez-en un. S'il est vert à l'intérieur, attendez 5 à 7 jours. Sur environ 180 espèces de Lanozera, la plupart produisent des baies légèrement à modérément toxiques. La règle d'or est que toutes les baies de chèvrefeuille comestibles sont bleu foncé ou violettes. Les baies de chèvrefeuille rouge et orange sont toxiques. Les caractéristiques diagnostiques clés pour le Lanozera chaya comestible sont un port d'arbuste non grimpant, des fruits allongés bleu foncé, une moelle de tige pleine et des feuilles cireuses vert grisâtres. Les principales sources de pépinières nord-américaines incluent une Honeyberry USA dans le Minnesota, Berries Unlimited dans l'Arkansas, Rainry Nursery et Zay, et Nature Hills Nursery. La plupart vendent par paire de pollinisateurs compatibles. Les associations populaires incluent Aurora et Tundra, Indigo Gem et Indigo Treat, Boreal Beauty et Boreal Beast. Vous devez planter au moins 2 cultivars différents, compatibles, fleurissant en même temps. La pollinisation croisée est obligatoire. Espacez les buissons de 4 à 6 pieds. Plantez 1 à 2 pouces plus profondément que la profondeur en pépinière. Plein soleil. Humidité constante. Paillis épais pour protéger les racines superficielles. Récoltez lorsque les baies sont bleu foncé à l'extérieur et violet foncé à l'intérieur. Le filet anti-oiseau est non négociable. Les jaseurs des cèdres dépouilleront les buissons en une seule matinée. Ne mangez jamais de baies de chèvrefeuille sauvage à moins d'être certain qu'il s'agit de l'Onera curula. L'approche la plus sûre consiste à cultiver des cultivars identifiés, provenant de pépinières réputées plutôt que de récolter des plantes sauvages. L'histoire du Haskop n'est pas celle d'un complot, mais d'une obscurité convergente. C'est une culture nutritionnellement exceptionnelle qui s'est trouvée être mieux développée dans les stations de recherche les plus isolées du monde. Derrière la barrière politique la plus impénétrable du monde. Dans une langue que peu de scientifiques occidentaux lisaient pendant des décennies où les seules variétés disponibles avaient un goût terrible. La véritable barrière était la qualité. Jusqu'à ce que les programmes de sélection de Bob Boers et de Maxine Thompson produisent des variétés à gros fruits véritablement délicieuses. Après 2007, il n'y avait rien qui vaille la peine d'être caché.
et rien qui vaille la peine d'être trouvé. Ce qui est vérifié est assez extraordinaire sans embellissement. Les concentrations de cyanidine, 3-O-glucoside, sont 20 à 200 fois plus élevées que celles des myrtilles. Effets anti-inflammatoires et anticancéreux. Documentés, des bienfaits cognitifs ont été démontrés chez les personnes âgées. Les fleurs peuvent survivre à moins 7 degrés Celsius et les plantes individuelles ont une durée de vie productive dépassant 30 ans. Les barrières sibylles sont tombées. Cette connaissance n'est plus cachée derrière l'isolement de la guerre froide. Les murs linguistiques ou l'obscurité réglementaire. Maintenant, vous savez ce que les Aïnous savaient depuis des siècles, ce que les scientifiques soviétiques ont cultivé pendant des décennies, et ce qu'une professeure de noisettes de 90 ans a appris le russe pour prouver. La baie qui survit à moins 50 degrés Celsius et produit pendant 30 ans n'est plus invisible. La seule question est de savoir si vous la reconnaîtrez.